notifié. Donc voilà. Bienvenue à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir pour ce premier webinaire Profroid, donc le CO2, un atout pour vos installations de réfrigération, qui marque notamment le lancement de toute une série d'événements que nous allons organiser cette année dans le cadre des 60 ans de Profroid. Donc moi, je suis Anaïs Bénard, en charge de la communication pour Profroid. Je suis accompagnée aujourd'hui de Chérif Samy, qui est responsable produit, et de Éric Lajoie, qui est technicien monteur. Bonjour. Voilà. Quelques informations pour bien utiliser Zoom. Vous pouvez utiliser le bouton questions-réponses pour nous adresser vos questions et on y répondra à la fin. Vous pouvez également laisser un commentaire, bien sûr. Je vous laisse également vérifier que votre affichage Zoom est en mode galerie. Comme ça, vous pouvez voir tous les participants en même temps. Donc, le webinaire va durer environ 45 minutes. Vous devriez avoir à peu près donc, le déroulé qui devrait s'afficher à l'écran. Chérif, est-ce que tu peux passer le slide, s'il te plaît? Donc voilà, donc le webinaire devrait durer à peu près 45 minutes. Donc il y aura tout d'abord une introduction afin de rappeler quelles sont les raisons de l'utilisation du CO2. Puis nous parlerons des différents systèmes CO2, de la technologie Cooltech Evo et de nos produits, qui sera donc illustrée par des études de cas. Et enfin, nous terminerons, comme je l'ai déjà dit, par une session de questions-réponses. Je laisse donc la parole à Chérif, notre responsable produit. Merci à tous. Merci Anaïs pour cette introduction. Tout d'abord, c'est un plaisir de faire cette présentation pour ce premier webinaire Profroid. Je vous propose de commencer cette présentation par les différents événements qui ont touché l'industrie du froid. Donc, les systèmes frigorifiques modernes qui utilisent la compression de vapeur sont apparus à peu près il y a 2 siècles. Et c'est au début des années 1930 qu'on a commencé à utiliser des réfrigérants de synthèse. Donc, parmi ceux-là, on aura les CFC et puis quelques temps après, les HCFC. Ce sont des fluides qui comportent un atome de chlore et qui ont un impact non négligeable sur la couche d'ozone, mais aussi sur le réchauffement climatique. Donc, au niveau global, il y a eu un accord en 1987 qui s'appelle l'accord de Montréal et qui vise en fait à l'interdiction de ces substances appauvrissant la couche d'ozone. Donc, on voit après l'apparition des fluides de nouveaux types. Donc, ce sont les HFC, toujours des fluides de synthèse, mais cette fois-ci qui ne comportent pas d'atomes de chlore. Ce sont des substances qui n'ont pas d'impact sur la couche d'ozone, mais par contre, ils ont un impact sur le réchauffement global. Et c'est une question qui est devenue de plus en plus importante à partir des années 90. Et au niveau global, il y a eu un amendement qu'on appelle l'amendement de Kigali au protocole de Montréal qui vise justement à diminuer l'utilisation des HFC, ou plutôt des HFC qui ont un GWP plus important. En Europe, il y a aussi la même initiative donc, avec la F-Gas qui justement fixe des objectifs ambitieux de réduction de l'utilisation de ces substances HFC avec à fort GWP. Donc, on voit depuis l'adoption de ces réglementations une accélération de l'intérêt pour les solutions avec des fluides à bas GWP. Et le CO2 en fait partie en tant que fluide naturel. Il y a un grand intérêt, notamment pour le secteur du froid et de la réfrigération. Passons maintenant en France, et notamment avec la société Profroid, qui, comme l'a rappelé Anaïs, va fêter ses 60 ans cette année. Le CO2 a commencé en 2008, après le rachat par le groupe Carrier de la société Linde, qui était spécialisée dans le domaine. C'est à partir de cette année que sont sorties les premières centrales hybrides, donc HFC et CO2. Et en 2010, on a sorti les premières centrales transcritiques, donc qui utilisent uniquement du CO2 comme réfrigérant. Donc, vous l'aurez compris, c'est le développement du CO2 au début, il concernait uniquement les centrales, mais
vu l'intérêt qui a été porté par le marché sur ce réfrigérant, le développement a suivi sur les petites unités de condensation avec le Quiet Cool qui est sorti en 2016 et puis après avec les évaporateurs au CO2 au niveau des évaporateurs commerciaux et industriels. Aujourd'hui, et ces dernières années, et depuis quelques années, les développements des produits chez Profroid se basent sur deux axes. Le premier axe, c'est de proposer des solutions au CO2 pour les fortes puissances, pour adresser le marché industriel et les bases logistiques, et tout ce qui est entrepôt. Et le deuxième axe de développement, c'est d'améliorer l'efficacité énergétique pour en fait faire en sorte que les solutions CO2 soient adaptées pour tous les climats et pour toutes les saisons. Passons maintenant au système CO2. Je vous propose de voir les systèmes CO2 depuis le début. Alors, je vais juste mettre le pointeur pour vous expliquer. Donc là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est un système transcritique standard que vous pouvez retrouver dans nos gammes mini-cool et maxi-cool compact. Ce système, il est composé d'un étage de compression positif ou moyenne température, donc qui va comprimer le fluide vers le gaz couleur, qui permet l'échange de chaleur avec l'extérieur. On va retrouver une vanne haute pression qui va permettre de détendre de la haute pression vers le niveau de pression du réservoir. On va retrouver une vanne moyenne pression qui va permettre de détendre de l'étage réservoir vers l'étage de l'aspiration du compresseur. Et aussi le réservoir, donc on aura une partie vapeur et une partie liquide, et le liquide va être distribué pour les postes froids. Alors, on va le voir sur la partie droite, pour les postes froids positifs et pour les postes froids négatifs. Ce système est très bien adapté pour les climats froids où les températures moyennes annuelles sont inférieures à 15 degrés. À partir du moment où les températures commencent à augmenter, on va avoir à l'intérieur du réservoir une proportion de vapeur qui devient plus importante, la vapeur qu'on appelle flash gas. Et donc, cette vapeur va devoir être éliminée et elle va venir perturber en quelque sorte le fonctionnement de notre étage de compression moyenne température. En fait, cet étage, il ne va plus se consacrer à produire du froid, mais il va se consacrer également à éliminer le flash gas qui augmente vu que les températures extérieures augmentent. C'est pour ça que les systèmes CO2 de base, standard, sont un peu moins efficaces pour les climats chauds. Donc, pour pallier à ces pertes d'efficacité, la génération d'après va intégrer ce qu'on appelle un étage de compression parallèle. Donc, ce sont des compresseurs qui aspirent à partir du réservoir tout simplement. On retrouve les mêmes composants qu'avant, donc l'étage de compression moyenne température, la vanne HP, la vanne MP. Et l'avantage de ce système, c'est qu'on aura moins de flash gas qui va venir perturber la production de froid. Et l'autre avantage, c'est que notre étage de compression parallèle va aspirer à un niveau supérieur au niveau du réservoir. Donc, il va consommer moins d'électricité que ce que pourraient consommer nos compresseurs qui aspirent au niveau de l'évaporateur. À titre d'information, l'option compression parallèle sur nos centrales mini-cool compact et maxi-cool compact permettent une économie d'énergie de l'ordre de 10% au niveau annuel. Cette évolution ne s'est pas arrêtée là au niveau des systèmes CO2. On a assisté aussi à un développement de nouveaux systèmes qui vont intégrer cette fois-ci ce qu'on appelle les éjecteurs. Donc ici, dans ce cas de figure, on est sur le même système qu'avant. En plus de cela, on va trouver une bouteille anti-coup de liquide qui va permettre de séparer la phase liquide et vapeur en sortie des évaporateurs. Et on va retrouver des éjecteurs, donc cette fois-ci liquides, et des éjecteurs vapeur dans ce système. L'avantage de ce système, c'est aussi la possibilité de fonctionner en mode avec des surchauffes basses ou en mode semi-noyé. Donc, vous l'avez vu, on est parti d'un système CO2 standard. On a rajouté des compressions parallèles et des éjecteurs. Donc, plus l'évolution se fait, plus le système est complexe.
afin de pallier aux contraintes thermiques, aux contraintes de température extérieure. Ce système ne fait pas partie de l'offre Profroid parce que notre société elle a décidé de faire un choix technologique différent que je vais vous présenter sur le slide d'après. Le choix technologique différent, il s'appelle Cooltech Evo. Comme vous voyez sur le schéma, il y a beaucoup moins de composants. Vous voyez qu'on a un étage de compression moyenne température qui n'est plus connecté aux évaporateurs, mais par contre, qui est directement connecté au niveau du réservoir. Cet étage de compression va comprimer le débit de réfrigérant vers le gaz couleur. Ensuite, après le gaz couleur, on va trouver ce qu'on appelle des éjecteurs. Ce sont des éjecteurs vapeur modulants qui vont en fait prendre tout le débit provenant des postes froids moyenne température. L'avantage de ce système se situe au niveau des évaporateurs parce que les éjecteurs ne sont pas sensibles en fait à la présence de gouttelettes liquides et donc on va pouvoir fonctionner avec des surchauffes basses. Donc c'est un mode de fonctionnement qu'on va appeler le mode semi-noyé. L'autre avantage de ces systèmes, c'est au niveau de l'aspiration des compresseurs. Puisque tout notre étage de compresseurs, il peut y avoir un compresseur plusieurs compresseurs. Là, on parle de l'étage complet qui aspire au niveau du réservoir. L'avantage, c'est qu'on aspire à un niveau plus élevé. Et en fait, ça va permettre de réduire le travail de nos compresseurs, le travail de compression, parce que le travail de compression, il va être aidé en fait, par un travail de pré-compression de nos éjecteurs, comme on voit ici. Et comment ce système fonctionne? C'est grâce au composant qu'on appelle éjecteur. Et l'éjecteur qui va utiliser en fait, l'énergie haute pression de notre système pour aspirer tout le débit des postes froids et pré-comprimer ce débit vers le réservoir et qui va correspondre en fait, à la pression d'aspiration de nos compresseurs. Moyenne température. On a vu auparavant que les systèmes standards CO2 étaient plus adaptés pour les climats tempérés, voire froids. Et que si on descendait plus vers le sud, on avait une limite géographique qu'on appelle aussi l'équateur CO2, à partir duquel le système CO2 standard n'était plus intéressant. Aujourd'hui, notre Cooltech Evo, comme vous l'avez vu précédemment, va utiliser l'énergie de la haute pression pour aspirer et recomprimer. C'est de l'énergie gratuite. Donc, nous, avec ce système, notre avantage, c'est d'avoir de la haute pression. En fait, notre système va être plus efficace lorsqu'on aura des températures plus élevées. Donc, aujourd'hui, la Cooltech Evo, elle permet en fait d'enlever cette limite d'équateur CO2 et de proposer des solutions sous tous les climats et pour toutes les saisons. Sur quoi repose la Cooltech Evo? La Cooltech Evo, elle repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier best in class, qui veut dire meilleur de son genre. Le second pilier, c'est la rentabilité, parce qu'elle propose des économies d'énergie très intéressantes qui permettent d'avoir une rentabilité aussi intéressante. Le troisième pilier, c'est la flexibilité, parce que c'est un produit qui est flexible, qui pourra s'adapter à toutes vos configurations. Et le dernier pilier, c'est la simplicité, parce que comme vous l'avez pu le constater, il y a beaucoup moins de composants. Mais on va développer cela dans les slides d'après. Alors, au niveau best in class, donc, comment on arrive à ce niveau d'efficacité énergétique? Donc, sur la gauche, vous avez un système standard où on aura l'étage de compression moyenne température qui va comprimer à partir des postes froids. Donc ici, on aura l'étage poste froid. Ici, on aura l'étage de poste froid moyenne température. Ici, on aura l'étage des postes froids basse température. Et sur la droite, on va retrouver le système Cooltech Evo où on aura toujours notre poste froid moyenne température à ce niveau-là et notre poste froid basse température à ce niveau-là. Donc, l'efficacité Cooltech Evo, elle s'articule sur 3 points. Mais avant de développer ces 3 points, j'aimerais juste faire un petit focus sur le composant éjecteur. En fait, le composant éjecteur, c'est un détendeur qui a une entrée supplémentaire. Donc, on va avoir une entrée qui va venir de tous les postes froids et une entrée qui va venir des gaz couleurs.
une sortie qui va aller vers le réservoir. À l'intérieur, ce qui se passe, c'est qu'on a un phénomène qui se divise en 3 étapes. On a un phénomène d'aspiration grâce à la haute pression qui provient des gaz couleurs, une accélération par un effet Venturi, et après une conversion de cette vitesse en pression. Donc à la fin, on va avoir ce qu'on appelle une élévation de pression qui va justement être l'énergie gratuite de notre système. Donc revenons à nos 3 points sur l'efficacité de notre Cooltech Evo. Donc le premier point, c'est qu'on a une récupération de travail de détente. En fait, contrairement à cette détente isenthalpique au niveau de notre vanne HP, nous, on va utiliser ce travail de détente pour recomprimer le débit qui revient de tous les postes froids. Et en fait, en recomprimant ce débit, on va justement élever la température au niveau de notre réservoir. Le deuxième point, c'est que comme tous les postes froids moyenne température sont connectés aux éjecteurs et qu'ils ne sont pas sensibles à la présence de gouttelettes liquides, on a la possibilité de fonctionner avec des températures d'évaporation plus hautes. C'est-à-dire qu'on va diminuer en fait la surchauffe, on va remplir la batterie, on va avoir un meilleur échange plus efficace et on va fonctionner avec des températures plus hautes. Donc, on va passer de ce niveau de température d'évaporation à ce niveau-là. Et le dernier point qui nous permet d'avoir cette efficacité avec nos Cooltech Evo, c'est d'avoir une pression d'aspiration de tous nos compresseurs moyenne température plus haute. Comme on a eu une température d'évaporation plus haute, on a maximisé en fait la pression à l'entrée de l'éjecteur et donc on a maximisé la pression à la sortie de l'éjecteur grâce à l'élévation, grâce au lift de l'éjecteur. Et donc, le résultat, c'est que le travail que vous voyez par cette flèche, c'est du travail gratuit. Et c'est le travail que tout mon étage de compression, moyenne température, ne fera pas. Et c'est ce qui permettra justement une consommation énergétique réduite qui se traduira sur les factures d'électricité. Voyons, mettons maintenant des valeurs sur notre système pour bien qu'on comprenne le phénomène. Sur la gauche, toujours, on a notre système standard, donc avec un évaporateur, où on aura une température d'évaporation de -6. Maintenant, si on considère une perte de charge de 2K au niveau de l'aspiration, on va être à l'aspiration à -8 degrés, c'est-à-dire 28 bars. Sur la droite, notre système Cooltech Evo, par le fait qu'on puisse fonctionner en mode semi-noyé, on peut avoir pour la même application une température d'évaporation de -4 degrés Celsius. Et si on respecte les préconisations du fabricant, à l'aspiration, on va avoir une perte de charge de 1K. Donc, à l'aspiration de l'éjecteur, on sera à -5 degrés. À 95 bars de pression sortie gaz couleur, on estime le lift à 5,5 bars. Donc, on va passer d'une pression de 30,5 bars à l'entrée de l'éjecteur à un lift de 5,5 bars, donc 36 bars à l'intérieur du réservoir, qui correspond justement à la pression d'aspiration de tout notre étage moyenne température. Donc, on passe d'une aspiration de 28 bars à une aspiration de 36 bars. Donc, un travail de précompression qui nous a fortement réduit le travail de nos compresseurs, donc leur consommation énergétique. Sur le chapitre de la simplicité, je vous propose de comparer les systèmes Cooltech Evo avec les systèmes éjecteurs que vous pouvez voir chez nos confrères. Donc là, vous voyez qu'il y a un certain nombre de composants ou d'ensembles à réguler. Donc, on a toujours la bouteille anti-coup de liquide, l'étage de compression moyenne température, on a l'étage de compression parallèle et les 2 types d'éjecteurs. Donc, tout ça, c'est régulé, ça doit être régulé. Sur notre système Cooltech Evo, on a beaucoup moins de composants. Notre régulateur, qui a les mêmes capacités, va devoir réguler notre étage de compression moyenne température, nos éjecteurs et notre pompe CO2. En plus de cela, la pompe CO2 ne fonctionne pas tout le temps. La pompe CO2 est actionnée uniquement si la différence de pression entre l'entrée de l'éjecteur et la ligne liquide n'est pas importante, afin de bien alimenter les détendeurs de poste froid. Alors,
Vous allez me dire, peut-être que sur ce système, c'est quand même intéressant parce qu'au niveau sécurité, on a plus de composants. Ce que je ne vous ai pas dit sur la Cooltech Evo, c'est qu'on a plusieurs éjecteurs et ce sont des éjecteurs indépendants et ce sont des éjecteurs aussi qui sont, qui sont modulants, c'est-à-dire qu'ils sont équipés de moteurs pas à pas et que leur régulation va de 10% jusqu'à 100%. Donc, on peut très bien isoler un éjecteur pour intervenir dessus et laisser les autres éjecteurs fonctionner. Donc, vous voyez sur le tableau le résumé, on a 7 composants sur un système éjecteur complexe, comparé au système éjecteur où on a 3 pour le même régulateur avec les mêmes capacités. Donc, vous comprendrez bien qu'on a un système Cooltech Evo qui sera plus simple à appréhender, mais surtout plus stable. Au niveau de la flexibilité, Cooltech Evo, elle se décline en 2 types de châssis. On a la version monochâssis, dont les puissances vont en moyenne température jusqu'à 260 kW et en basse température jusqu'à 92 kW. C'est un produit intéressant si on cherche à avoir si on cherche à avoir une surface au sol réduite et aussi une efficacité au niveau de l'installation parce qu'on a déjà la partie réservoir et la partie compresseur qui est déjà connectée et les armoires aussi sont déjà connectées. Maintenant, si vous voulez un système qui propose plus de puissance frigorifique, on a la version de châssis où la puissance moyenne température va jusqu'à 600 kW et en basse température, on peut aller jusqu'à 450 kW. Et cette version va offrir plus de possibilités au niveau options, notamment. Par exemple, sur la sélection des réservoirs, on va avoir plus de possibilités, de plus gros volumes. On va aussi avoir la possibilité d'avoir une deuxième pompe sur ce type de châssis. Au niveau rentabilité, on a notre Cooltech Evo qui permet des retours sur investissement intéressants. Alors, pour vous expliquer cela, on a mis ces graphes que vous voyez. Donc, c'est des graphes qui représentent en fait le coût de l'électricité en fonction de la puissance frigorifique moyenne température pour 2 types de climats. On a le climat tempéré et le climat chaud. Donc, vous voyez que la zone verte, donc c'est la zone qui correspond au retour sur investissement le plus intéressant, donc moins de 2 ans et demi. Et on peut constater que pour les climats chauds, cette zone elle est plus étendue. Ce qui veut dire que la Cooltech Evo, qui va utiliser justement cette haute pression, cette énergie gratuite dans le système, va être plus efficace et va apporter des retours sur investissement plus intéressants quand il fait chaud. Ici, en climat tempéré, le système est tout aussi efficace, mais on peut très bien améliorer ce temps d'amortissement en intégrant des options comme de la récupération de chaleur. Sachez que Profroid, lorsque vous sollicitez mes collègues au niveau du chiffrage, va toujours vous proposer la meilleure solution qui vous permettra d'être dans cette zone verte, quel que soit le climat et quelles que soient les saisons. Sur le même thème de la rentabilité, je vais vous parler des C2E et notamment de la fiche BAT EQ 117 qui correspond à la fiche des installations frigorifiques utilisant du CO2 subcritique et transcritique. Donc, pour vous dire que la Cooltech Evo est éligible à cette fiche et nous avons la confirmation des hautes instances au niveau C2E. Et toujours sur cette même fiche, j'aimerais aussi vous informer qu'il va y avoir une mise à jour d'ici à la fin de l'année pour justement pallier à une anomalie au niveau calcul qui concernait notamment les centrales positives seules et dans le sud. Parce que jusqu'ici, le résultat était négatif. Donc, pour pallier à cette anomalie au niveau du calcul, il va y avoir une révision. Les autres fiches donc, qui sont concernées, c'est la BAT-TH112 pour la variation de vitesse, la 134 pour la régulation avec la HP flottante. On aura de la récupération de chaleur qui sera très intéressant parce qu'on est sur du système CO2 et qui va améliorer ici l'efficacité énergétique pour nos Cooltech Evo. Et enfin, la BP flottante, donc la BAT-TH 145.
Maintenant, on vient de voir les 4 piliers de notre Cooltech Evo, à savoir le fait que ce soit best in class, la rentabilité, la flexibilité et la simplicité. Il y a une chose importante à savoir, c'est le délai. C'est que nos centrales Cooltech Evo ont un délai de 7 semaines sur site. Et ce délai va prendre en compte l'enregistrement de la commande, la collecte d'informations techniques nécessaires au lancement des études, la création des plans PID et 3D en fonction de vos contraintes et de vos demandes. Et chose importante, c'est que la conception de nos centrales, de tous nos produits et la fabrication sont réalisés à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Maintenant, je vais laisser la main à Anaïs qui va vous parler des supports documentaires. Merci, Chérif. Donc, je reviens rapidement sur les différents documents qui sont disponibles. Nous avons bien sûr donc, des documents commerciaux et marketing, donc tels que nos leaflets, mais aussi des documents un peu plus techniques tels que nos brochures, mais aussi également donc, le manuel d'installation. Tous ces documents sont disponibles sur notre site internet, donc www.profroid.com. Mais nous avons aussi des documents de mise en service que vous pouvez vous procurer auprès de notre service d'assistance technique. Vous avez l'adresse email qui s'affiche à l'écran, donc c'est hotline.sav@carrier.com. Voilà, donc c'est tout pour les documents. Je vais donner maintenant la parole à Eric qui va vous donner du coup les clés d'une installation réussie. Voilà, merci. Merci Anaïs. Donc, mon poste, c'est de la mise en service. Donc, je vais revenir sur les points essentiels lorsqu'on veut faire une bonne mise en service. Le premier point, c'est la sécurité. Donc, pensez bien en salle des machines. Il faudra raccorder toutes les soupapes vers l'extérieur de la salle des machines. On installe une détection CO2 et une bonne ventilation dans la salle des machines. Ensuite, lors de votre sélection de détendeurs, n'oubliez pas qu'on ne sera pas en détente sèche, mais on va être en détente beaucoup plus liquide, donc notre delta P est beaucoup plus faible. On va sélectionner des détendeurs avec des delta P à 2,6 bars, une BP à -4, donc ce qui est totalement différent, et on sélectionnera toujours une puissance entre 50 et 80% sur le détendeur, jamais 100% pour pouvoir faire les descentes de température après les dégivrages. Ensuite, n'oubliez pas les pertes de charge, comme on a expliqué tout à l'heure. Donc, faites bien attention de ne pas avoir une trop grosse perte de charge pour qu'on ne puisse avoir du lift au niveau de notre éjecteur. Donc, la ligne, on fait attention au niveau ligne liquide, comme c'est indiqué sur le petit slice, 1 à 1,5 sur la partie MT, 0,5 à 0,8 K sur la ligne liquide, 0,3 à 0,5 bar sur la partie MT. Sur les postes froids, on réglera une surchauffe entre 3 et 4 K, un MOB sur le négatif à -25, un MOB sur le positif à 0 degré. On pourra monter jusqu'à 5 degrés sur le positif, suivant comment ça fonctionne. Donc, on démarre toujours au plus bas possible, donc 0 et -25. On voit comment ça réagit au niveau des postes. Si vous avez des postes qui ont un peu du mal à descendre, on va travailler sur le MOB, on remonte un petit peu le MOB, et peut-être descendre d'un K les surchauffe, sachant qu'il n'y a aucun risque au niveau des éjecteurs sur le positif, étant donné que les compresseurs, eux, ne pompent jamais le gaz des collecteurs d'aspiration. Ils vont pomper que dans la bouteille. Donc, même si vous descendez légèrement les surchauffes, il n'y a aucun risque au niveau du compresseur par rapport à un système habituel. Ensuite, on va passer sur la présentation. Donc, on retrouve un châssis tout à fait standard par rapport à une installation habituelle côté compresseur. Donc, on aura notre armoire électrique avec de la régulation d'infos sous carrel connectable sur la supervision, un séparateur d'huile, donc avec cartouche coalescente. Donc, quand on met en service, si on a une installation qui est un peu polluée au niveau de la calamine, on va vite saturer. Donc, souvent, dans les 24-48 heures, c'est possible qu'on soit obligé de changer ce séparateur d'huile. C'est cette cartouche coalescente, en fait. Quand on change cette cartouche coalescente, donc on va faire un tirage au vide suite au changement, il ne faut jamais ouvrir les vannes à boules. Il faut bien penser, on a mis un petit vanne à quart pour faire la compensation de pression. Donc, on va prendre des gaz côté condenseur, on va réintégrer des gaz côté du condenseur vers ce séparateur avec nos manos et par le petit tube à quart et non par cette grosse vanne à boules, sinon vous allez abîmer votre filtre coalescent.
Ensuite, donc, on a notre réservoir d'huile qui est juste à côté. Nous allons avoir donc, les étages de compresseurs. Excusez-moi, je ne vois pas très bien. Voilà. Donc, on a nos compresseurs positifs qui sont en partie basse, nos compresseurs négatifs qui sont en partie haute. Le petit bandeau entre les deux niveaux de compresseurs, il faudra bien penser à régler tout ce qui est pressostat. On laisse la main au niveau du frigoriste pour régler les encadrements et les sécurités. Donc, c'est des pressostats qui sont réglables. Pareil, au niveau du chargement, pensez bien qu'on ne charge jamais ces compresseurs par l'aspiration. Hein, parce que des fois, on faisait sur les HFC, sur le CO2, ce n'est pas possible. Donc, on chargera en liquide sur le réservoir, toujours. Comme on a une pression à 35 bars, c'est à peu près 1 degré, sachant qu'à l'extérieur, il fait souvent au-dessus d'1 degré. Le liquide il rentre tout seul au niveau du départ liquide. Et le petit dernier conseil, c'est quand vous avez de la récup de chaleur, dans toutes nos armoires pour froid, on vous demande un signal 0,10 volts pour faire une loi d'eau. Hein, on adaptera notre HP à votre besoin de chauffage. Donc, dans tous les cas, c'est ce que demande Danfoss et Carrel. C'est un signal 0,10 volts extérieur afin d'optimiser votre récupération de chaleur. Donc là, nous arrivons sur le ski côté ballon et distribution. Donc, on a un petit GFU, un petit groupe de maintien de pression qui va vous servir à maintenir la pression en cas de coupure d'électricité. Donc, dans ces cas-là, pensez à faire une alimentation extérieure au froid, voire ondulée. Comme ça, dans tous les cas, vous savez que vous n'aurez jamais de perte de CO2 en cas de long arrêt sur l'installation. Ensuite, vous avez donc l'armoire électrique qui va gérer vos éjecteurs, régulation Carrel ou Danfoss, toujours remontable sur une supervision. On a la pompe à CO2. Donc, cette pompe, elle n'est utilisée uniquement l'hiver quand il n'y a pas beaucoup de pression HP. Hein, quand il y a de la pression HP, le lift se fait tout seul. Donc, la pompe, elle est bypassée par des petites vannes qu'on peut voir juste après. Hein, donc, la pompe, elle s'arrête, on passe sur les bypasses et elle sera déclenchée que quand la pression descend sous 2 bars de delta P entre le liquide et l'aspiration. Et dans ces cas-là, la pompe va démarrer. On a un variateur, on sera proportionnel en termes de consommation électrique par rapport aux besoins. Donc, ça, excusez-moi, je ne sais pas sur le compte. Ensuite, nous avons les filtres déshydrateurs. Donc, le départ liquide, on a 2 filtres et on a aussi des filtres déshydrateurs sur l'aspiration des collecteurs, côté collecteur. Donc, quand vous mettez en service, on met des cartouches partout. Bien sûr, il y aura des cochonneries qui vont revenir, donc ils vont se salir, ils vont saturer. Si on voit que notre perte de charge a un petit peu augmenté, eh bien, on démonte les cartouches, on remet des cartouches neuves si on n'a pas fini notre chantier. Si l'installation est finie complètement et qu'il n'y a plus de cochonnerie à ramener au niveau de l'aspiration, ces cartouches elles peuvent être enlevées et pour gagner un peu de perte de charge. Si jamais vous devez refaire des travaux quelques années après, pensez à remettre ces cartouches pour éviter de ramener tous ces copeaux au niveau des éjecteurs, hein, parce que les éjecteurs sont des pièces assez précises. Ce n'est pas très bon de faire passer des petits morceaux de cuivre et des petits morceaux de carbone dedans. Ensuite, donc, nous avons la bouteille anti-coup liquide. Donc là, elle est montée sur un seul châssis. Donc la réintégration d'huile est tout prévue au niveau de notre châssis. Si jamais la bouteille anti-coup liquide est séparée de ce châssis, pensez que le retour d'huile est gravitaire. Donc les collecteurs d'aspiration, il faut qu'ils descendent plus bas que la bouteille anti-coup liquide pour pouvoir réintégrer les huiles. Ensuite, nous arrivons sur les éjecteurs. Donc là, en l'occurrence, on voit il y a 4 éjecteurs avec les vannes d'aspiration BP. Ces vannes d'aspiration BP, elles servent uniquement quand l'éjecteur est en service, on autorise la BP à venir dans l'éjecteur. Et quand il y a un arrêt long de froid ou quand il y a une coupure régulation, on laissera une vanne d'aspiration ouverte pour pouvoir redémarrer les compresseurs s'il y a une montée de pression, tout simplement. Et voilà. Et sachez que c'est beaucoup plus simple à l'utilisation que du CO2 standard. En fait, comme il n'y a pas du tout de risque de coup liquide, si jamais il y a un détendeur qui est défectueux qui va envoyer du liquide à l'aspiration,
il n'y a pas de risque de casser un compresseur par rapport à une installation standard. Voilà. Merci, Eric. Donc, je vais continuer par vous présenter les installations, notamment en France. Donc, vous voyez sur ce slide toutes les installations qui ont été faites pour différentes régions, mais aussi pour différentes puissances frigorifiques. Sur les 2 slides d'après, je vais vous proposer de voir 2 études de cas qui ont été faites dans le sud. C'est un retour d'expérience de notre client. Donc, la première étude de cas, ça a été celle qui a été faite avec Metro. Donc, il s'agit d'une installation qui est à Anglet, dans le sud-ouest, donc pour un supermarché qui fait à peu près 4000 mètres carrés de surface et dont le besoin frigorifique est de 255 kW moyenne température et de 19 kW en basse température, à moins 8 MT et moins 32 basse température, avec 38 degrés Celsius de sortie gaz-couleur. L'installation auparavant était une installation au CO2 transcritique de base, sans option. Elle a été remplacée par une Cooltech Evo. Et donc, en 2018, il y a eu une campagne de mesure avec l'ancienne installation que vous pouvez voir sur le graphe en bleu, donc qui correspond à la consommation électrique sur une année de notre centrale transcritique standard. Et puis, il y a eu une même campagne de mesure en 2019 avec notre Cooltech Evo en vert. Et donc, vous voyez, le résultat, c'est qu'au global, en moyenne, on est sur un gain énergétique de 40% et un retour sur investissement de 1 an et demi. Ce qui est intéressant à voir, c'est que l'écart entre les 2 consommations est constant tout au long de l'année, que ce soit en hiver ou en été. Alors, l'hiver, ça s'explique non pas parce qu'on a de l'énergie gratuite haute pression, au contraire, les hautes pressions sont plus basses, mais par contre, il faut savoir que notre étage de compression moyenne température aspire toujours plus haut et notre niveau haute pression est plus bas. Donc, le travail de nos compresseurs, notre étage de compression moyenne température est toujours réduit. Ensuite, là, au niveau de l'été, avec les températures ambiantes importantes, on va avoir cette énergie gratuite haute pression. Et justement, c'est là où les éjecteurs vont intervenir et vont avoir un grand avantage. Et donc, cette étude de cas, elle montre bien que la Cooltech Evo, quelle que soit la saison, quel que soit le climat, elle va vous fournir des performances énergétiques tout à fait intéressantes. La deuxième étude de cas, c'est toujours dans le sud. Cette fois-ci, on est à Vendargues, où on a une installation de type base logistique. Et cette fois-ci, on n'est pas sur la même typologie d'installation, on est sur 2 entrepôts côte à côte. Le premier entrepôt qui est équipé d'un système d'une centrale au R134A et le deuxième entrepôt qui est équipé par une Cooltech Evo. On n'est pas tout à fait sur le même volume au niveau de l'entrepôt. C'est pour ça que les données de ces graphes sont données en kilowattheure par mètre cube. Et vous constatez, donc les mesures de consommation énergétique ont été faites entre janvier et septembre. Donc, pas sur une année complète, mais suffisant pour avoir différents types de climat. Alors, le client a mesuré une différence de 84% par rapport au système 134, au système R134A. Donc, la courbe verte, c'est le système au R134A. La courbe bleue, c'est le système Cooltech Evo. À savoir que le besoin au niveau de l'entrepôt était de 210 kW moyenne température et de 22 kW en basse température. Donc, le client a confirmé que le retour sur investissement était inférieur à 10 ans et qu'on était bien dans la zone verte qu'on avait vue précédemment. Et même dans l'étude de cas au niveau du supermarché Métro. Donc, on a bien un système Cooltech Evo qui permet des performances énergétiques très intéressantes, à la fois comparées à des anciens systèmes type HFC et à la fois comparé à des systèmes transcritiques standards. Donc voilà, pour ma part, j'ai terminé cette présentation. Encore une fois, c'était un plaisir de la faire pour cette première.
Et je pense qu'il y en aura d'autres, notamment pour vous présenter notre nouveau système PowerPool pour le marché industriel. Maintenant, on va passer à la séance de questions-réponses et je laisse la parole à Anaïs, si elle veut bien nous... Bonjour. Merci, Chérif. Oui, alors on a eu pas mal de questions. J'espère qu'on aura le temps de répondre à toutes les questions. Du coup, la première question, c'était comment l'installation avec éjecteur se comporte pour des fortes températures par rapport à une installation classique. Donc, est-ce que tu peux repréciser ça, même si tu l'as déjà plus ou moins dit avec présenté, est-ce que du coup, tu peux repréciser? Chérif? Alors, oui. Alors, comment elle se comporte? Au niveau au niveau du gaz couleur, il n'y a pas de changement. Là, on va être sur le même type de fonctionnement. Donc, la sélection du gaz couleur, elle doit correspondre en fait à la température ambiante de la zone où le système sera installé. Par contre, la présence de la haute pression va être le moteur en fait de notre installation et va permettre d'aspirer tout le débit provenant de nos postes froids pour justement recomprimer ce débit vers le réservoir. Okay. Au niveau de la technologie Cooltech Evo, on a donné les puissances max, mais peux-tu donner les puissances mini, s'il te plaît? Alors, pour la basse température, c'est 0 degré. Et au niveau mini, on serait sur 60 kW pour les deux versions à peu près. Ok, merci. Alors, autre question, est-ce qu'un mode spécifique est à actionner sur les régulateurs des terminaux, mode noyé ou surchauffe basse? Alors, moi, excusez-moi. Non, il n'y a pas. Dans la première version, on était obligé d'avoir un mode spécifique. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin. En fait, sur les régulateurs, on rentre dans la partie la plus basse des surchauffes et il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Ok, merci. Alors, autre question, peut-on envisager l'utilisation de votre technologie d'éjecteur sur des cycles au fluide frigorigène synthétique, donc les HFO notamment? Là, je n'ai pas compris la question. De déployer l'éjecteur sur du HFO? Oui. En fait, on a déployé l'éjecteur parce qu'on ne voulait pas lier au départ les problèmes d'HP, des hautes pressions qu'on avait l'été. Donc, c'est de ça qu'on a rendu compte de la rentabilité sur l'éjecteur. Sur le HFO, on a très peu d'HP, donc l'intérêt, c'est faible. Le HFO, on a des très faibles pressions HP. Donc, il n'y aura aucun intérêt, le coût se trouve important, à mon avis. Hein. Après, Vincent, je ne sais pas s'il est là, Vincent. Oui, je suis là. Mais... Donc, Vincent Davieux, qui est notre responsable projet industriel et qui est aussi en support pour toutes les questions. Oui, merci, Vincent. En fait, de rien. Au niveau d'un système qui serait en HFO, on resterait dans ces systèmes subcritiques et donc ce qui sortirait du condenseur pour l'occasion serait en biphasique et donc avec présence de liquide majoritairement et un peu de gaz. L'éjecteur est quand même développé pour fonctionner, je dirais, majoritairement en système gazeux, donc on perdrait totalement une efficacité dans notre système. Ça n'apporterait pas grand-chose d'avoir un éjecteur sur un système type HFO fluide synthétique. Okay. Voilà. Nous, on utilise ça très concrètement parce qu'en transcritique, la sortie du gaz couleur est à 100% ou quasiment en vapeur, avec des pressions et des vitesses élevées. Ok, merci Vincent. J'ai une question. Donc, si le réservoir est en 60 bars, peut-on avoir des postes froids en 45 bars? Et du coup, quelle doit être la pression sur la ligne liquide et à l'aspiration? Donc, oui, on peut avoir une variation de pression. Dès lors, on va passer d'un détendeur, c'est ce qui nous permet de faire les changements de pression. Donc, on peut avoir un liquide à 60 bars, on passe dans le détendeur fait office de changement de PS, et donc on a un évaporateur à 45 bars, il n'y a aucun souci. Dans ces cas-là, le GFU, on le réglera sur la PS d'aspiration. Comme on est à l'arrêt, on a une vanne qui va faire les équilibrages de pression. Et ben, si on a un arrêt long,
on fera démarrer le GFU plus bas pour qu'il puisse maintenir la pression beaucoup plus basse au niveau du réservoir. Mais oui, on peut avoir des pressions différentes. Ok, merci. Donc, autre question, c'était par rapport à la slide 15. Je ne sais pas si, Chérif, tu peux revenir dessus. Oui, bien sûr. Est-ce que la récupération de chaleur a été utilisée pour cette étude? Non, elle n'a pas été utilisée pour cette étude. Mais par contre, comme je l'ai dit, si on se situe au niveau d'un climat froid ou tempéré, cette zone verte, on pourra l'étendre par l'ajout justement de l'option récupération de chaleur. On va fonctionner en mode transcritique et on aura justement de la haute pression qui nous permettra de précomprimer, d'avoir cet effet de précompression par l'éjecteur. D'accord. On avait une autre question. Est-ce possible de faire réguler les éjecteurs Carrel avec de la régulation Danfoss AKPC 782? Oui, donc ça existe. On a deux régulations possibles. Tout Carrel ou tout Danfoss. Donc, quand vous êtes en tout Danfoss, donc à KPC 782, nous, ce qui régule nos éjecteurs, c'est un MCX, qui est une production car le programme est fait par Profroid. Donc, il y a une communication qui s'est faite via le bus entre le 782 et le MCX. Et donc, oui, on n'a aucun souci. L'éjecteur Carrel est géré par le MCX. Ok, merci. Alors, on a peut-être le temps pour une ou deux dernières questions. Quel régime d'eau préconisez-vous pour les systèmes de récupération de chaleur sur les centrales CO2? Ben, on peut faire, il y a deux possibilités. On peut faire de l'ECS, de l'eau de chauffage, et de l'ECS. Donc, l'ECS, on peut monter jusqu'à 70-80 degrés, hein, sachant que pour éviter le développement de légionelles, il faut des montées de température au-delà de 70 degrés. Et après, sur de l'eau chaude de chauffage, ben, des régimes de 65 ou 55. L'ensemble est totalement possible sur les 10 températures. En complément, on a une très large plage d'applications au niveau de la récup de chaleur. On peut avoir vraiment des températures relativement élevées, comme l'a dit Eric, 60-80 degrés, et descendre un peu plus bas, bien sûr, également. Donc, on a une plage très, très large au niveau des applications CO2. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je re-regarde, hein, parce que du coup, ça fuse. Alors, j'ai une dernière question. Hop. Alors, nous avons réalisé donc, des études de cas qui sont donc, situées surtout dans le sud de la France. Est-ce qu'on a prévu de réaliser des études de cas dans le nord de la France? Alors, après, tout dépend. Nous, on a fait, comme vous avez vu sur la carte, je vous l'ai remontré précédemment, on a des installations au niveau du nord de la France, mais après, voilà, on ne peut pas partager les informations tant qu'on n'a pas l'aval du client final. Et souvent, c'est ça qui peut coincer et qui nous permettra, et qui peut coincer justement. Donc, on essaye pour essayer de couvrir tout type de région, tout type de climat, mais ce n'est pas toujours évident. Et surtout, pour faire des études de cas et pour pouvoir vous les présenter, il faut bien évidemment l'accord du client final. Exactement. Voilà. Donc, dernière question. Comme le système fonctionne en régime semi-noyé, faut-il prévoir plus de fluide dans l'installation que dans un système transcritique standard? Le ratio, ouais, en fait, le ratio, quand on met en route, en fait, à force, on a fait un petit ratio. On s'est rendu compte qu'en général, il faut à peu près 1,3 kg de fluide pour 1 kW en fait, de production. Donc, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément énormément d'écart entre le système pompe, enfin le système éjecteur et le système. On passe de 1,3 à 1,4, mais c'est vraiment négligeable le volume. De toute façon, ces systèmes-là ont des gros réservoirs au départ.
Hein, quand on sélectionne le FLUVIAC Evo, on prévoit des gros volumes du réservoir pour justement faire cette récupération de liquide. On a du liquide un peu plus important dans les évapes, mais c'est pas flagrant, les volumes ne sont pas doublés. Hein. Clairement, c'est juste un tout petit peu plus, mais rien d'extraordinaire. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, on a eu beaucoup de questions. Si jamais on n'a pas eu le temps d'y répondre, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un mail. On vous répondra à ce moment-là. On vous remercie d'avoir participé à ce premier webinaire. On va vous envoyer un lien pour pouvoir revisualiser donc, la présentation, ainsi qu'un questionnaire du coup, de satisfaction. Je pense que vous le recevrez d'ici la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à visiter donc, notre site internet ou à vous abonner à nos réseaux sociaux, comme notre page LinkedIn pour être au courant de toutes nos actualités. Et donc, merci à tous. Et j'espère vous retrouver lors de notre prochain webinaire qui aura lieu d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup. Merci à Chérif, merci à Eric, merci à Vincent. Et voilà. Et bonne journée, bon appétit. Au revoir. Au revoir. Au revoir.